Quand les historiens dressent la liste des pires souverains de l'histoire espagnole, un nom s'impose au sommet sans contestation possible. Tous ceux qui ont disséqué son règne convergent vers la même conclusion. Jamais un roi assis sur le trône d'Espagne ne s'est montré plus dépravé, plus cruel, plus dévoyé sexuellement. Et pourtant, vous ne connaissez pas l'histoire telle qu'elle s'est vraiment déroulée. Parce que tout ce qu'on vous a raconté des mariages royaux, de la pureté des lignées, de la dignité de la monarchie européenne, n'est qu'une façade savamment entretenue pour masquer une réalité grotesque. Ferdinand, celui que certains textes appellent le roi félon, ne s'est pas contenté de régner. Il a transformé le palais en antre de terreur sexuelle, un enfer privé qui ferait rougir la maquerelle la plus endurcie. Avant d'être affublé de surnoms infamants, il fut un prince si physiquement anormal, si incapable sexuellement, que sa propre belle-mère écrivit qu'il n'était même pas un homme. Ce dossier est l'un des rares en Europe où s'alignent des témoignages de première main. Médecins de cour, diplomates étrangers, victimes elles-mêmes, décrivant tous la même aberration anatomique et la manière dont elle scella le destin d'un royaume. Ce que vous allez entendre ébranlera votre conception du pouvoir royal. C'est à la fois l'histoire la plus pitoyable et la plus terrifiante de dysfonction sexuelle jamais consignée dans les annales monarchiques. Pour la comprendre, il faut remonter à une nuit de noces de 1819 si scandaleuse que le pape dut s'en mêler. Octobre 1819, palais royal de Madrid. Une princesse de 16 ans tremble dans la chambre nuptiale. Maria Josepha Amalia de Saxe, élevée au couvent, d'une innocence telle qu'elle croyait encore que les bébés sont apportés par des cigognes, attend son mari. Personne ne lui a expliqué ce qui se passe la nuit des noces. Ces dames allemandes, trop gênées pour parler, l'ont simplement vêtue de blanc et l'ont laissée seule avec un chapelet serré dans la main. La porte s'ouvre. Ce n'est pas le prince charmant des contes qui entre, mais un homme de 35 ans, lourd, goutteux, aux lèvres épaisses et au regard de prédateur. Pourtant, ce n'est pas cela qui glace d'effroi la jeune reine. Ferdinand souffrait d'un mal si extrême, si déroutant, que la médecine moderne peine encore à en catégoriser l'ampleur. Une macrogénitomie monstrueuse. En clair, des organes génitaux démesurés, mais pas comme on l'imaginerait. Le Français Prosper Mérimée, ayant interrogé des courtisans présents cette nuit-là, laisse un portrait qui donne la nausée. Mince comme une cire à cacheter à la base, épais comme un poing à l'extrémité, long comme une queue de billard. Imaginez une adolescente chaste, formée par des religieuses, confrontée soudain à cela. Elle jette un regard, pousse un cri et s'enfuit du lit, terrifiée. Le pire est à venir. Ivre de vin et d'excitation, Ferdinand se lance à sa poursuite. Imaginez la scène. Un roi obèse de 35 ans, nu et haletant, qui piétine la chambre en tentant de rattraper une enfant qui court littéralement pour sauver sa peau. La jeune épouse est rapide, le roi ne l'est pas. Humilié, furieux, Ferdinand déboule hors de la chambre, entièrement nu, son infirmité exposée aux yeux de tous, et hurle sur les suivantes de la reine. Il les insulte, exige qu'elle prépare la jeune fille pour lui dans le quart d'heure. Ces femmes, dont la propre belle-sœur de la reine, doivent alors expliquer à une enfant épouvantée ce qui l'attend. Quoi qu'elles aient dit, cela n'a fait qu'aggraver les choses. Quand Ferdinand revient, décidé à faire valoir ses droits, une odeur le frappe qu'aucun parfum de cour ne saurait couvrir. Terrorisée, la jeune reine a perdu tout contrôle d'elle-même. Le lit nuptial, lit d'un roi d'Espagne, est souillé. Ferdinand recule, dégoûté, lâche que les reines n'ont pas la senteur du civet, puis s'en va en claquant la porte, refusant de toucher son épouse durant plus d'une semaine. Ce n'est pourtant que le début du cauchemar de Maria Josepha. Pour saisir comment une nuit de noces a pu si spectaculairement dérailler, il faut dire ce que Ferdinand dissimulait sous ses habits royaux. Et l'on entre ici dans le domaine médical. Plusieurs médecins appelés à l'examiner laissèrent des notes détaillées. L'un d'eux écrit que « Sa Majesté possède un membre d'une dimension si extraordinaire que l'union conjugale normale s'avère impossible sans blesser gravement sa partenaire. » Mais ce n'était pas qu'une question de taille. La forme même relevait de l'anomalie, mince à la racine, énorme à l'extrémité, une sorte d'instrument de torture médiévale. Rien d'une bénédiction, tout d'une malédiction qui le hantait depuis son premier mariage, célébré alors qu'il n'avait que 17 ans. Revenons à ce premier essai. En 1802,
Le jeune prince épouse sa cousine Maria Antonia de Naples. La nuit venue, le prince, les lettres de Maria Antonia l'attestent, se contente de dévisager son épouse, de la palper gauchement, de lui toucher la poitrine sans savoir aller plus loin. Il ne sait littéralement pas comment on fait l'amour. 11 mois passent, 11 mois sans consommation. Le prince s'émeut, tente de monter sa femme, puis rien. Échec. Son anatomie, si anormale, transforme la reproduction la plus élémentaire en énigme insoluble. La mère de Maria Antonia, la reine Marie-Caroline de Naples, envoie des lettres de plus en plus affolées. « Ma fille pleure chaque nuit. Le prince ne ressent rien. Toute tentative est vaine. Il n'y a ni plaisir ni effet. » La situation est extraordinaire et malheureuse pour celle qui se trouve à ses côtés. Finalement, le confesseur de la cour s'en mêle. Un prêtre catholique doit expliquer dans les détails au futur roi d'Espagne comment s'unir à sa femme. L'humiliation se répand dans toutes les cours d'Europe. L'héritier espagnol n'est pas seulement impuissant. C'est un étrange, un être difforme, incapable de remplir le premier devoir conjugal. Quand après presque une année de fiasco, il parvient enfin à consommer, le résultat est catastrophique. Maria Antonia fait 2 fausses couches, probablement causées par des lésions internes, et meurt à 21 ans, brisée par la difformité de son mari. Le plus sinistre est que, une fois l'acte compris, Ferdinand en devint obsédé. La mort de sa première épouse, en 1806, le libère de la couche conjugale. Elle libère aussi quelque chose de monstrueux. Le prince incapable devient un roi qui ne sait plus s'arrêter. Rentré en 1814, après la chute de Napoléon, il a 30 ans, des années de frustration derrière lui et un pouvoir absolu retrouvé. La décennie qui suit tourne à l'orgie dont rougirait Caligula. Chaque nuit, drapé d'une cape sombre, le roi s'éclipse du palais. Destination: les bordels les plus sordides de Madrid. Son favori, tenu par une tenancière surnommée Pepa la Malagueña, est si notoire que les honnêtes gens changent de trottoir pour ne pas passer devant. Ferdinand ne s'y rend pas seul. Il s'entoure d'une bande de jeunes aristocrates aussi dénués de scrupules que lui, et ensemble, ils transforment le quartier chaud en terrain de jeu. Là, l'indécence atteint une autre dimension. Fier de l'infirmité qu'il avait jadis humiliée, Ferdinand en fait un numéro. Des témoins multiples décrivent la même scène écœurante. Le roi d'Espagne, ivre de mauvais vin, lance des concours de mesure. Chacun se découvre, on compare, on ricane. Ferdinand gagne toujours. Ses compagnons lui donnent un sobriquet, le bien doté. Il parade dans les maisons closes, exhibant son anatomie monstrueuse, se vantant de ses victoires. Mais ses vantardises ne sont pas le plus dérangeant. Il a développé une passion singulière qui révèle le fond de sa dépravation. Se vantant, selon le comte José María de Villalobos, il confie « Elle quitte mon lit certaine qu'aucun autre homme ne pourra leur donner le plaisir que je leur ai donné. Et savez-vous ce que j'aime le plus après les avoir possédés? Ramasser les linges tachés de la preuve de leur virginité. » Laissez cela s'imprimer. Le roi d'Espagne collectionne les draps ensanglantés des jeunes filles qu'il déflore. Il les conserve comme des trophées. Ce n'est pas une coutume survivante du Moyen-Âge, c'est une manie personnelle, un passe-temps grotesque poursuivi avec la constance que d'autres rois mettent à rassembler des tableaux. Tandis qu'on bâtit le musée du Prado, ironie sous l'impulsion de son épouse délaissée, Ferdinand, lui, assemble une collection de preuves sanglantes. Les prostituées de Pepa la Malagueña ne furent pas ses seules victimes. Au fil de ses déplacements, Ferdinand laisse derrière lui des femmes brisées. Une veuve à Aranjuez, une paysanne à Sacédone, des servantes du palais qui ne peuvent pas dire non. Chaque rencontre ajoute à son cabinet d'horreur. Pendant ce temps, l'Espagne se défait. Tandis que le roi passe ses nuits à mesurer des membres et à récolter le sang de vierges, le pays perd tout son empire américain. Les réformateurs libéraux sont exécutés par milliers, l'économie s'effondre. Le roi s'en moque. Il a des bordels à visiter, des femmes à ruiner, des trophées à collectionner. Et pourtant, ce même homme prendra encore 3 épouses. 3 femmes qui découvriront que devenir reine d'Espagne, à ses côtés, c'est entrer dans un cauchemar. En 1816, il lui faut un héritier. Sa solution? Épouser sa propre nièce. Maria Isabelle de Bragance a 19 ans, un physique jugé terne et un passeport portugais, triple tare selon Madrid.
Les médisances l'accueillent en rimes cruelles. Mais Maria Isabelle possède ce qui manque à son mari, de la dignité. Tandis que Ferdinand poursuit ses razzias nocturnes, elle fonde le musée du Prado et ouvre l'Académie royale aux femmes artistes. Elle essaie d'insuffler de la culture à une cour noyée dans la fange. Ferdinand ne voit en elle qu'un utérus, un réceptacle d'héritiers. En 1818, elle tombe enfin enceinte. C'est là que l'histoire bascule de la comédie ignoble à l'horreur pure. Quand Maria Isabelle entre en travail, les complications surgissent aussitôt. Présentation par le siège, affaiblissement de la mère. Les médecins se retrouvent face à un choix. Sauver la mère ou sauver l'enfant. Ferdinand tranche sans une hésitation. Sauver l'enfant. Couper si nécessaire. 12 témoins laissent des récits concordants de ce qui suit. On pratique une césarienne d'urgence. Nous sommes en 1818. L'anesthésie se limite à l'alcool et à l'opium. On incise l'abdomen de la reine, qu'on croit inconsciente. Elle ne l'est pas. À mi-opération, Maria Isabelle ouvre soudain les yeux et pousse un cri qui résonne dans le palais. Elle est éveillée, pleinement consciente, tandis qu'on taillade son ventre. Pris de panique, les chirurgiens poursuivent. La reine se tord d'agonie. L'enfant était déjà mort depuis des heures. Maria Isabelle se vide de son sang sur la table, livrée à une douleur inimaginable, sacrifiée pour un bébé qui ne vivra pas. Elle a 21 ans. La sœur de la reine accuse publiquement Ferdinand. Les couloirs chuchotent, l'anatomie du roi aurait aggravé la conception. D'autres évoquent sa syphilis, souvenir de ses nuits d'ivresse, comme cause de la mort-née. Ferdinand ne ressent aucun remords. Dans l'année, il cherche une troisième épouse. L'héritier n'attend pas. Si la mort de Maria Isabelle est une tragédie, ce qui arrive à la troisième épouse relève d'un scandale si obscène que même le pape ne peut l'ignorer. Souvenez-vous de Maria Josepha, 16 ans, terrifiée au point d'en perdre ses moyens la nuit de noces. Ce n'était que l'ouverture d'un martyre conjugal. Après la catastrophe initiale, Ferdinand ne la touche pas pendant une semaine. Quand il revient, elle se défend avec une vigueur inattendue. Élevée à la soumission, la jeune femme, face à l'assaut, devient tigresse. Elle mord, griffe et frappe si violemment l'entrejambe monstrueuse du roi qu'il s'enfuit en hurlant. La résistance ne peut durer éternellement. Ferdinand est le roi. Maria Josepha est sa chose. Il tente alors une autre tactique, la patience. Chaque nuit, il entre. Chaque nuit, elle prie le chapelet tandis qu'il essaie de l'apprivoiser. Son arme la plus redoutable, c'est l'ignorance. Elle croit dur comme fer que les bébés viennent d'ailleurs. Quand Ferdinand tente de lui expliquer la réalité, elle l'accuse de mensonge, de vouloir la pousser au péché mortel. Dieu n'aurait pas créé un moyen aussi vil pour donner la vie, dit-elle. Vous éprouvez ma vertu par vos fables. Les semaines passent, puis des mois. Le grand prédateur qui se vante de ses conquêtes ne parvient pas à coucher avec sa propre épouse. La cour murmure. Les ambassadeurs étranglent des rapports atterrés. Le roi d'Espagne est tenu à distance par une adolescente. Ferdinand abat alors sa carte maîtresse. Il écrit au pape. Le souverain pontife, un vieil Italien, rompu aux crises de l'époque napoléonienne, reçoit une lettre de nature à ébranler sa patience. Le roi d'Espagne, défenseur de la foi, implore l'aide du Saint-Père pour convaincre son épouse d'accomplir l'acte conjugal. La réponse, conservée dans les archives, est un chef-d'œuvre de diplomatie ecclésiastique. Il y est expliqué, avec délicatesse, que l'union des époux n'est pas seulement permise, elle est requise par Dieu. Donner un héritier est le devoir sacré de Maria Josepha. Refuser son mari, c'est refuser la volonté divine. Même cela ne suffit pas. La reine consent à se soumettre à Dieu, mais à conditions strictes. Elle priera tout le chapelet avant chaque union. Elle gardera les yeux clos et elle concentrera sa pensée sur la Vierge pour préserver sa pureté. Imaginez Ferdinand, monarque absolu, maître de vie et de mort, contraint de s'allonger tandis que sa femme adolescente murmure « Je vous salue Marie », pendant qu'il tente de consommer son mariage. Ce fut, à en croire les témoins, l'union la moins érotique de l'histoire royale. Maria Josepha demeure immobile, lèvres remuantes en prière, tandis que le roi s'échine à produire un héritier. Le collectionneur de linge taché est réduit à mendier un soupçon d'enthousiasme. 10 années passent dans ce purgatoire conjugal, 10 années ponctuées de chapelets, 10 années sans enfants.
Maria Josepha meurt en 1829, officiellement d'une fièvre, à 25 ans. La cour pousse un soupir. Ferdinand a encore échoué. 3 épouses, 2 mortes, aucun héritier légitime. À 45 ans, rongé par des années de débauche, Ferdinand tente une dernière fois. Cette fois, il trouve une reine qui l'égale en habileté, sinon en perversion. Maria Cristina de Bourbon de Sicile sait parfaitement où elle met les pieds. Contrairement à ses prédécesseurs, elle arrive préparée. À 23 ans, belle, intelligente, d'un pragmatisme tranchant, elle est aussi sa nièce, l'unique tradition bourbonienne qu'il respecte sans faille. Maria Cristina a étudié les échecs des autres. Elle comprend que donner un héritier n'est pas qu'une affaire de politique, c'est aussi une question d'ingénierie. La solution vient d'une source inattendue, le médecin de la cour, le docteur Antonio Hernandez. Après examen et relecture des dossiers médicaux des mariages précédents, il conclut que le problème n'est pas seulement la taille, c'est la physique du contact. Si l'outil est trop grand pour le jardin, dit en substance le médecin, il faut adapter l'un ou l'autre. Modifier Ferdinand est impossible, il faut donc être ingénieux. Le dispositif imaginé est d'une simplicité élégante. Les artisans royaux confectionnent un coussin spécial, une almohadilla de la plus fine soie, rembourrée de duvet. Ce n'est pas un oreiller comme les autres. On y découpe au centre un orifice précisément mesuré, profond de 4 cm. Le principe est simple. Ferdinand s'y introduit. La bordure agit en butée, empêchant les violences internes qui ont condamné les tentatives précédentes. Seule l'extrémité fonctionnelle entre en contact. Maria Cristina présente la chose à son mari avec le tact d'une négociatrice. Non comme un aveu d'infirmité, mais comme une mesure médicale nécessaire à la production d'enfants robustes. L'ego du roi, talon d'Achille permanent, accepte l'argument. La première nuit est maladroite. Ferdinand, habitué à se vanter, doit accepter une limite. Maria Cristina, pragmatique, traite la procédure comme un protocole au service de la couronne. Cela fonctionne. En 3 mois, elle est enceinte. La cour retient son souffle. Cette grossesse finira-t-elle comme les autres, dans le sang et la mort? Le 10 octobre 1830, les canons de Madrid tonnent. La reine a donné naissance à une fille en bonne santé, la future Isabelle II. 2 ans plus tard, naît une seconde fille, Luisa Fernanda. Ferdinand a ses héritières. Il aura fallu 4 mariages, 2 morts, une intervention pontificale et un coussin conçu sur mesure. Mais l'arrivée d'Isabelle ouvre une autre bataille. La loi salique, empruntée à la France, interdit la succession féminine. Le frère du roi, Don Carlos, se croit héritier. Ferdinand, qui a fabriqué ses filles à la mesure près, ne laisse pas la technique balayer l'œuvre de cette ingénierie intime. Il signe en 1830 une pragmatique sanction, renversant des siècles de droit pour autoriser sa fille à hériter. À sa mort en 1833, son dysfonctionnement sexuel produit sa dernière conséquence. La guerre carliste, première du nom, conflit sanglant qui emportera des centaines de milliers de vies. Tout cela parce qu'un roi à l'anatomie monstrueuse eut recours à un oreiller. Revenons pourtant au trophée évoqué par Ferdinand, sa collection de linge taché, là où sa perversion atteint sa noirceur maximale. En 1833, après sa mort, Maria Cristina ordonne un inventaire discret des appartements privés. Ce qu'on y trouve dépasse l'entendement. Dans un coffret de cèdre, enveloppé de soie, des dizaines de carrés de tissu, chacun soigneusement étiqueté d'un nom et d'une date. Carmen, maison close, mars 1821. Isabelle, servante du palais, janvier 1823. Maria, veuve à Aranjuez, septembre 1824. Le roi n'exagérait pas. Il collectionnait ses sinistres souvenirs depuis près de 20 ans. Chaque pièce représente une femme, certaines consentantes, d'autres non, qui a subi sa brutalité particulière. La collection révèle autre chose qu'on soupçonnait. Les dates s'agrègent autour d'événements politiques précis. Après chaque revers, après chaque soulèvement libéral écrasé, après chaque exécution signée, Ferdinand ajoute soudain plusieurs trophées. La violence du trône trouve son écho dans le lit. Celui qui, le jour, signe des condamnations à mort, la nuit, presse le sang de l'innocence. Écraser l'opposition et broyer des vies de femmes deviennent les 2 faces d'une même pièce. Une étiquette glace davantage. Anna, 15 ans, fille du colonel Bermudez, février 1823.
Le colonel figurait parmi les officiers libéraux exécutés après l'échec de la révolte constitutionnelle. Sa fille était venue implorer la grâce de son père. Elle repart avec un mort de plus, son père, et l'honneur perdu, épinglé pour toujours dans le coffre d'un roi. On n'est plus dans l'abus privé. On est dans une prédation systématique, un usage de la sexualité comme instrument de terreur politique. Les libéraux qu'il ne peut exécuter, il les atteint par leurs filles, leurs épouses, leurs sœurs. L'inventaire complet ne sera jamais rendu public. Maria Cristina, plus sage que ne le fut le roi, ordonne de tout brûler, non sans que plusieurs courtisans aient vu, consigné et croisé leurs témoignages. Ils concordent trop bien pour être relégués au rang de ragots. Nous savons que Ferdinand conservait ses trophées, les étiquetait, les enrichissait après les violences d'État. Nous ne savons pas combien de femmes ont souffert pour garnir ce musée macabre. Les pièces recensées suggèrent des dizaines, la réalité fut sans doute pire. Un prédateur ne documente pas ses échecs. Pour chaque lambeau conservé, combien se sont défendus, ont fui, ont été réduites au silence. Quand Ferdinand meurt le 29 septembre 1833, l'Espagne le pleure à peine. Son propre frère se déclare roi. La guerre civile éclate. Sa fille devra défendre chèrement le trône où il l'a hissé à force de décrets. Sa veuve épouse promptement un simple garde, scandalisant une dernière fois la nation. Mais la véritable trace qu'il laisse n'est pas politique. Elle est intime, corrosive. Il a changé la monarchie espagnole, jadis parée de sacralité, en un mauvais spectacle. Les rois qui suivront porteront sa souillure. Chaque mariage royal, désormais, suscitera la suspicion. Sa fille Isabelle, 2 héritent plus que la couronne. Elle hérite aussi de ses appétits. Ses propres liaisons, ses rumeurs d'hypersexualité contribueront à sa chute en 1868. La dynastie bourbonienne que Ferdinand a littéralement fait advenir connaîtra la disgrâce par les excès même légués par son sang. Pensez à ce coussin. Un roi si déformé que la reproduction humaine exige un appareillage. Une monarchie si affamée d'héritiers qu'elle transforme la chambre royale en salle d'opération. Ce coussin, aujourd'hui disparu, résume tout ce qui clochait sous son règne. Un pouvoir corrompu jusqu'à prendre corps. Une légitimité si fragile qu'elle dépend d'un orifice taillé au millimètre dans une soie précieuse. L'ironie la plus cruelle est peut-être là. Ferdinand n'est pas resté dans les mémoires pour un acte grand, ni pour une réforme, mais pour son anatomie et la souffrance qu'elle propagea. Il voulait être l'aimé. Il devint un cas d'école, un avertissement. Le pouvoir, dépouillé d'humanité, fabrique des monstres. Les historiens qui se penchent sur son règne concluent tous à l'indignité. L'un le dit lâche, égoïste, avide, soupçonneux et vindicatif. Un autre le tient pour le pire des Habsbourg et des Bourbons. Un contemporain le juge la créature la plus méprisable. Tous ont raison et demeurent encore trop indulgents. Car Ferdinand n'était pas seulement un mauvais roi, c'était un prédateur couronné, un homme qui transforma une difformité intime en arme publique, un souverain qui collectionnait la souffrance comme d'autres collectionnent des chefs-d'œuvre. Son héritage véritable n'est pas le trône transmis à sa fille, ni les guerres civiles qu'il déclencha, pas même le coussin qui lui permit enfin un héritier. Son héritage est inscrit dans les noms qui n'ont jamais été publiés, dans cette collection brûlée, servante incapable de refuser, jeunes filles transformées en preuves sanglantes, épouses mortes ou réduites à la peur. Les monstres n'habitent pas seulement sous les lits ou dans les forêts. Parfois, ils portent des couronnes. Un mot de méthode s'impose. Les sources de cette histoire, nombreuses, sont parfois contradictoires sur les dates précises, les titres pontificaux, les numéros régaliens et l'attribution de certaines citations. Les témoignages de médecins et de courtisans, quoique convergents, relèvent d'écrits privés susceptibles d'emphase. Nous avons retenu ici les éléments récurrents et recoupés, lettres, mémoires, rapports diplomatiques, en conservant l'essentiel du tableau qu'ils dessinent, celui d'un règne où l'intime dévoyé a contaminé la politique jusqu'à décider des lois de succession et précipiter une guerre. Si le détail change selon les manuscrits, la vérité de fond, elle, ne bouge pas. L'horreur des chambres a, plus d'une fois, façonné davantage d'histoires que les champs de bataille.